L'Iran va bien, vraiment très bien. Nous contrôlons totalement le détroit d'Ormuz. Nous en avons le contrôle. Personne d'autre, seulement nous. Notre marine est incroyable. Et les choses se passent très bien pour notre pays. Allez-y. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Apparemment, la guerre est pratiquement terminée. On devrait commencer à faire sauter quelques bouchons de champagne. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu prématuré. On va en parler avec notre invité du jour, l'excellent Robert Barnes. C'est un avocat spécialiste du droit constitutionnel. Il est bien introduit à Washington et c'est un bon ami de l'émission. Vous pouvez retrouver Robert sur X, ainsi que dans son émission avec Viva Fry sur vivabarneslaw.locals.com. Robert, que pensez-vous de cette déclaration selon laquelle tout va bien, qu'il n'y a même plus besoin de s'inquiéter de la guerre? Oui, enfin, c'est la mentalité délirante de Trump. Cette mentalité délirante ne me dérangerait pas si elle signifiait un retrait. Tant que cette mentalité consiste à dire « nous avons déjà gagné, donc je n'ai pas besoin d'être là. Le blocus n'a pas besoin d'être là. Notre présence militaire n'a pas besoin d'être là. Et les sanctions n'ont pas besoin d'être là, puisque nous pouvons libérer l'économie mondiale. Très bien. » Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il fait. Il renforce le blocus. Il persiste à... Nous commençons à réduire notre présence militaire dans la région, mais il y a au moins un certain rappel des troupes. Et c'est nécessaire pour ces soldats, épuisés par cette expédition de 6 mois. Comment Trump appelait ça au début? Une petite expédition ou quelque chose comme ça? Oh oui, oui. Juste une petite expédition, c'est exactement l'expression qu'il a employée. Oui, exactement. Ces 6 derniers mois, on est toujours entraîné là-dedans. Le problème, c'est l'économie. Enfin, on a les problèmes liés aux différentes formes d'usure qui ont touché nos munitions et nos effectifs. Le moral de nos effectifs est très bas. Les stocks de munitions sont très bas, surtout pour les frappes à distance. Keynes leur avait dit que cela arriverait avant la guerre. Maintenant, tout le monde le lui dit. Mais bien sûr, cela ne fait qu'entraîner des mises en cause internes, plutôt que des aveux et une reconnaissance de la part de Trump. L'économie ne va pas s'améliorer tant qu'on continuera à maintenir hors ligne une telle quantité d'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. Cela déclenche déjà des problèmes avec le carry trade sur le yen japonais. Et le yen japonais monte tellement qu'il faut rapatrier des capitaux et vendre des bons du trésor, ce qui fait grimper les taux, déjà au-dessus de 4,5% sur le 10 ans. Les problèmes économiques continuent donc de s'aggraver. Les problèmes politiques, sur le plan intérieur, continuent de s'aggraver. Il est dans les sondages autour de 30%. Vous avez reçu Richard Baris hier. Et comme le montrent les données de sondage de Baris, les démocrates ont actuellement une avance à 2 chiffres, ce qui se traduirait par une victoire écrasante à la Chambre et au Sénat. Et puis, ce dont nous avons parlé auparavant est maintenant confirmé. Les démocrates constituent un énorme dossier en vue d'une destitution contre le président Trump. Leur plan est d'avancer lentement, mais sûrement, en le vidant progressivement de ses forces pendant 1 an. Et s'ils prennent le contrôle à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat, ils auront tous les pouvoirs de citation à comparaître dont ils pourraient rêver, tous les outils d'enquête dont ils pourraient avoir besoin. Tous ces sénateurs démocrates, qui se voient déjà devenir présidents, vont vouloir mettre la tête de Trump au bout d'un pieu avant les primaires présidentielles de 2028. Et les gens seront choqués par l'ampleur et l'étendue de la corruption qui malheureusement a eu lieu au sein de l'administration Trump au profit de ses amis, de sa famille et de Trump lui-même. Et il pourrait tomber dans les 20%. Il est déjà dans les 30% dans les sondages d'approbation. Et il pourrait rapidement se rapprocher des 20% quand les gens découvriront à quel point il a monétisé la guerre en Iran
monétiser sa façon de gérer les dossiers Epstein et de protéger des membres de la classe Epstein, monétiser le ministère de la Justice avec montage pay-to-play après montage pay-to-play, arnaque après arnaque, et ce sera tout simplement embarrassant. Et tout lui retombera dessus. Et que fait Trump? Il publie sur Truth des messages qui donnent l'impression qu'il fait la promotion du prochain événement de la World Wrestling Entertainment. C'est ce genre de langage, ce genre de jargon, où vous savez, on attend juste qu'il aille un peu plus loin. Ça montre quelqu'un qui ne vit pas dans le monde réel. Il est devenu le clown en chef de ce qui est devenu un cirque pour son second mandat. Alors, laissez-moi vous poser une question politique. Vous avez mentionné que nous avions reçu Rich Barris dans l'émission hier, une émission absolument magnifique. Je recommande vivement aux gens de retourner dans nos archives pour regarder celle-là, qui date littéralement d'hier. J'aimerais vous poser une question politique à partir de ce dont il a parlé, parce qu'à la fin de notre émission, je repassais un peu dans ma tête tout ce que nous avions dit. Fort, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, pour vous préparer à la question que je vais vous poser, le président Trump est-il vraiment en pleine possession de ses capacités cognitives ou souffre-t-il d'une sorte d'atteinte mentale qui l'empêche de prendre des décisions rationnelles? Par exemple, nous avons parlé hier des dossiers Epstein, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de la guerre en Iran, et plus précisément de ses relations avec Benjamin Netanyahou. Sur ces 4 sujets, Rich a expliqué que sa base, les gens dont il a désespérément besoin à ses côtés lors des élections de mi-mandat, se trouvaient très majoritairement à l'opposé de la position du président Trump. Et cela lui faisait perdre du soutien. Évidemment, il n'en a déjà aucun de l'autre côté, et encore moins au centre. Mais voici la question que j'aurais posée si j'y avais pensé. Alors je vous la pose. Pourquoi le président des États-Unis ne saisirait-il pas quelque chose alors que des sondages écrasants montrent que c'est une stratégie gagnante pour son camp? Est-ce qu'il fait l'inverse? Exactement. Et pour moi, mon interprétation, c'est que c'est la ligne de conduite qui a radicalement évolué et changé. Et la meilleure explication à cela, c'est un processus de décision affaibli, qui reflète des capacités mentales limitées. Vous savez, les Iraniens et les Russes ont adopté la même approche, la même méthode d'analyse, et ils ont constaté qu'elle était plus prédictive. Donc, pour évaluer une grille d'analyse du comportement passé de quelqu'un, ou pour pouvoir prévoir les perspectives à court et moyen terme, on peut mesurer son efficacité à sa précision. À quel point est-elle convaincante et pertinente pour expliquer le passé récent par rapport aux explications alternatives? Et dans quelle mesure permet-elle de prédire son comportement? Si vous vous fondiez sur n'importe quelle version de Trump, le Trump de 2016, celui de 2020, ou même celui de 2024, alors vous n'étiez tout simplement pas en mesure d'expliquer ou de prédire son comportement au cours des 6 derniers mois. C'est certain. Comme le souligne Rich, on peut même remonter à l'année écoulée, depuis qu'il a changé de position, à la fois sur les dossiers Epstein et sur la guerre contre l'Iran. 2 choses pour lesquelles il avait promis de faire exactement l'inverse de ce qu'il a fait. Étouffer l'affaire et y impliquer les États-Unis. Il n'y a donc aucun doute là-dessus. Mais plus précisément, ce dont je vous parle depuis 6 mois, c'est d'un changement radical et spectaculaire dans la perspective de Trump, dans son approche et dans toute sa méthode de prise de décision. L'ancien Trump avait l'habitude d'équilibrer et d'ancrer sa pensée positive, celle avec laquelle il a grandi sous Trump. Norman Vincent Peale, avec un réalisme objectif et sans concession, dans son livre L'art de la négociation. Il disait « Attendez-vous toujours au meilleur, mais préparez-vous au pire ». C'était un planificateur de scénarios obsessionnel.
Je l'ai constaté quand je l'ai représenté durant le processus de contestation de l'élection présidentielle de 2020. Il examinait toutes les éventualités. Et il avait toujours une vision très lucide de ce qui était réalisable et atteignable, et de ce qui ne l'était pas. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il voulait toujours plusieurs avis, toutes sortes de seconds avis. En général, il en voulait trop pour certains d'entre nous, parce que le nombre d'avis qu'il demandait pouvait être inépuisable. Et troisièmement, il sollicitait largement un éventail très divers et très dispersé de voix. Cela a commencé à changer l'été dernier, puis ça s'est accéléré, et cela a atteint son paroxysme pendant la guerre contre l'Iran. Il s'enferme de plus en plus dans une toute petite bulle de personnes à qui il accepte même de parler. Si quelqu'un exprime une opinion qui ne lui plaît pas, il se met en colère, perd son sang-froid et entre dans des accès de rage contre cette personne. Et il n'a plus aucun réalisme objectif pour ancrer sa pensée positive. Ce qui transforme cette pensée positive en pensée délirante, en croyance, en fabulation. Et c'est ce que détaille largement le livre Regime Change. L'autre chose qui s'est produite, c'est qu'il a connu un énorme changement de personnalité. Il ne se voit même plus comme un président américain. Il se compare à Attila le Hun, Genghis Khan, Napoléon, Hitler, Staline. Il veut être comparé à l'un des plus grands dirigeants de l'histoire du monde, pas seulement à l'un des plus grands présidents américains. Et le problème avec toutes les personnes qu'il a présentées comme des icônes, comme des modèles à imiter pour leur pouvoir, pas nécessairement pour leur philosophie politique, c'est que ce sont tous des conquérants. C'est à la manière d'Alexandre le Grand qu'ils se sont rendus grands. Ils sont partis conquérir encore et encore et encore. Il ne citait pas Gandhi, il ne citait pas King. Il n'a même cité aucun des pères fondateurs comme personne à laquelle se comparer. Et ça vous donne une idée de là où il en est. Il est devenu ce que les pères fondateurs redoutaient profondément. Trop de pouvoir entre les mains de l'exécutif, au départ, surtout quand il s'agit de la guerre. Et il y a des gens autour de lui qui le reconnaissent. Mais le problème, c'est qu'ils le ménagent tous. Nous avons un cabinet de lâches, dont l'objectif, l'obsession, c'est de servir Trump, d'obtenir l'approbation de Trump, que Papa Trump leur tapote la tête. C'est pour ça que Scott Bessent dit des choses dont il sait qu'elles sont manifestement fausses, sur les marchés pétroliers, sur l'accès aux terres rares, sur l'efficacité de nos sanctions contre l'Iran. C'est pour ça que Hegseth dit des choses totalement absurdes, comme quoi les munitions vont très bien et tout le reste. Mike Waltz dit la même chose, que notre puissance militaire n'a aucune limite, alors que le monde entier voit bien que la réponse évidente, c'est que si nous en avons. Nous avons dû utiliser 50 Patriots rien que pour défendre cette seule base en Jordanie, et cela a quand même échoué. Plusieurs militaires sont morts, et il y en aura probablement d'autres par la suite, parce que plus de 100 personnes ont été blessées. Donc, l'état d'esprit de Trump, c'est que, au quotidien, il se convainc de choses qui sont manifestement fausses. Ça peut être utile au stade du marketing, mais Trump a toujours su que ce n'était pas le cas. Il avait un plan de secours lié à ça. Il refuse totalement de se livrer à cette planification de secours. Il a retiré le tapis sous les pieds de Vance 7 fois, au moins 7 fois, au sujet d'un accord potentiel. Désormais, l'Iran ne négociera aucun accord avec Trump. L'équipe de Vance le sait, le reste de la Maison-Blanche le sait aussi. Et maintenant, Trump commence à accepter cette réalité. Qu'ils ne leur font pas confiance, qu'ils ne les croient pas, donc ils ne vont pas le faire. Maintenant, la seule chose que l'Iran fera, ce sera du donnant-donnant, une réponse pour chaque action. Vous faites quelque chose, nous ferons quelque chose. Donc, vous levez des sanctions, nous ouvrirons davantage le détroit. Vous levez le blocus, nous ouvrirons davantage le détroit. Vous réduisez votre présence militaire au Moyen-Orient,
nous ouvrirons davantage le détroit. Ils vont s'appuyer là-dessus jusqu'au bout. Il n'y a aucune chance qu'un accord nucléaire soit conclu. L'Iran l'a, en gros, rejeté. C'est pour ça que Trump raconte partout. Eh bien, vous savez quoi? De toute façon, je ne voulais pas vraiment d'accord nucléaire. Ce qui est totalement, manifestement faux. Mais c'est quelqu'un dont le processus de décision est digne du roi Lear et qui présente les signes d'une démence préfrontale comportementale à un stade précoce. Pas une démence du type où l'on perd la capacité de parler. Vous perdez tout discernement dans votre filtre émotionnel et votre prise de décision. Et on l'a vu, son filtre émotionnel a disparu. Les mèmes sont devenus de plus en plus délirants. Je veux dire, littéralement, quand les journalistes du New York Times sont venus, alors qu'ils savaient qu'ils écrivaient un livre sur son premier mandat, il leur a apporté la liste en disant « Regardez, je suis comme Attila le Hun. Regardez, je suis comme Genghis Khan. » Ça vous dit que son état d'esprit est perdu. Vous avez quelqu'un qui a le contrôle émotionnel d'un tout petit et dont l'ego et l'évolution de la personnalité font maintenant qu'il veut être comme Genghis Khan ou Attila le Hun. Et puis, il est entouré d'un cabinet de lâches et de flagorneurs qui ne seront jamais honnêtes avec lui parce qu'ils veulent simplement qu'on leur tape sur la tête. Et c'est un scénario cauchemardesque pour la prise de décision de l'homme le plus puissant du monde. Et c'est exactement ce que je voulais aborder juste après. Regardons certains de ces membres du cabinet. Commençons par le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, qui est passé aux informations hier et a dit oui, en gros, ce que dit le président Trump est juste. En fait, nous contrôlons le détroit d'Ormuz. Les exportations sont revenues presque à leur niveau d'avant-guerre. Tout le pétrole du monde sort. C'est ce qu'il a dit hier. Alors, ce matin, j'ai fait quelques recherches avec l'IA, en consultant notamment les données de Kepler et plusieurs autres organisations de commerce maritime qui suivent tout ça en temps réel. Et voilà ce qui ressort. Le volume estimé sur les dernières 48 heures est d'environ 3,5 millions à 4 millions de barils par jour. Une autre source m'a dit ce matin qu'on était peut-être autour de 6%. Mais concernant le nombre de navires, bien sûr, Kepler n'en a compté que 6 qui sortaient, et ainsi de suite. On voit donc cet écart, alors que des responsables américains disent que le débit a atteint 9 millions de barils d'énergie. Les analystes confirment, eux, que le trafic physique observé reste à une fraction des niveaux d'avant-guerre. L'estimation la plus optimiste que j'ai vue, indépendante de l'administration, était de 40%, ce qui était en fait plutôt bien. Mais ensuite, quand on regarde en bas, on voit par où ce pétrole est réellement passé. En coordination avec l'Iran, 3,5 millions de barils par jour représentent 85 à 95% du volume. Ce qui sort, c'est ce que l'Iran accepte. Et une partie de ces flux vient de ces navires fantômes, c'est-à-dire qu'ils ont désactivé leur balise GPS. Et puis, regardez encore ici par où ça transite. Le corridor iranien, 90%. Le corridor omanais, environ 10%. C'est celui que nous contrôlons. Donc, il y a encore quelque chose qui sort, mais ce sont de petits volumes. Et pourtant, le secrétaire à l'énergie dit en substance, oui, ce que le président Trump a dit, que tout se passe bien, il a raison. Mais regardez, ce sont des barils fictifs. En réalité, il ne sort pas tant de choses que ça. Et comme vous l'avez mentionné il y a une seconde, on ne parle même pas tellement, pour l'instant, du carburéacteur, du diesel, de l'ammoniac, des engrais et tout ce genre de produits. Il va y avoir un vrai problème si ça ne se débloque pas très vite. Il n'y a aucun doute là-dessus. En substance, ce que nous avons fait, c'est utiliser nos réserves stratégiques, qui étaient à des niveaux exceptionnellement élevés au début de ce conflit. Nous avons utilisé nos stocks commerciaux. La Chine s'est retirée du marché pendant un certain temps et n'a pas importé de manière agressive à des fins de raffinage. Et l'ensemble de ces éléments
a atténué ce qu'aurait été le prix sur les marchés mondiaux, en termes de prix des contrats à terme, de prix papier. Et puis enfin, les gens devraient se souvenir de Soros-Scotty. Je l'appelle Soros-Scotty en raison de ses liens de longue date avec George Soros. Et ça vous dit quelque chose sur ses inclinations politiques. Mais ça vous dit aussi quelque chose sur sa capacité à manipuler les marchés. C'est ce qu'il fait mieux que probablement n'importe quel secrétaire au Trésor de l'histoire américaine, en particulier sur les marchés des devises et des matières premières. Là, on voit que ça ne marche pas tout à fait au Japon, parce que les fondamentaux sont trop mauvais. Les gens ont cru qu'il avait laissé ça par accident sur son petit bloc-notes à la Maison-Blanche pour que les médias le voient. Genre, « Oh, c'est un dingue. Pourquoi aurait-il laissé cette note pour que les médias puissent la prendre en photo? » C'était délibéré. L'espoir, c'est que ça devienne viral. Parce que l'objectif est de manipuler les marchés en diffusant l'information selon laquelle il achète des yens japonais pour soutenir le yen, afin qu'ils ne liquident pas tous leurs bons du Trésor et ne provoquent pas une hausse massive du rendement, qui est déjà trop élevé du point de vue de l'administration Trump. Ils ont donc réussi, dans une certaine mesure, à contenir ça. Mais si vous regardez le prix à la pompe, en particulier celui du diesel et du carburant aviation, cette combinaison-là, le diesel est utilisé dans l'agriculture, il est utilisé dans le transport et l'expédition de toutes les marchandises. Donc au final, ça devient un coût de production majeur pour les biens, ou simplement l'essence au prix à la pompe. Tous ceux qui disent « Hey, ne vous inquiétez pas, regardez le prix ». Le prix spot est de 70, 80 ou 90 dollars. Soit dit en passant, c'est quand même presque le double de ce que c'était avant cette guerre. Avant même qu'on parle de cette guerre, si on revient à 2025, le prix du pétrole semblait devoir tomber à 50 dollars le baril pour le WTI et à environ 55 dollars le baril pour le Brent. Le fait qu'il soit presque 2 fois plus élevé n'est pas vraiment un bon signe. Cela vous montre déjà que, même avec toutes les manipulations, tous les déstockages, toutes les mises sur le marché des réserves stratégiques, et même avec la Chine, qui tombe à 5 ou 6 millions de barils par jour, nous avions un problème systémique. Et cela ne prend même pas en compte l'urée utilisée dans les engrais, l'hélium utilisé dans les puces semi-conductrices, ou le soufre utilisé dans toute une gamme de produits des chaînes d'approvisionnement. Tout cela va se répercuter sur l'économie, soit parce que les prix seront tellement élevés qu'ils détruiront la demande, soit parce qu'il n'y aura tout simplement pas d'approvisionnement. Dans certains cas, cela déclenche ensuite des choses comme le problème de la monnaie japonaise, qui à son tour déclenche des problèmes à Wall Street, des problèmes financiers et des problèmes de remboursement de la dette publique. Donc, cela se répercute dans l'économie et la capacité à contenir ça s'affaiblit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Nos réserves stratégiques ne sont plus qu'à 50 millions de barils du plafond fixé par le Congrès. Trump ne peut pas descendre en dessous de 243 millions de barils dans sa réserve stratégique, et nous sommes déjà sous les 300 millions. Un seuil, soit dit en passant, que Trump avait dit que nous ne franchirions jamais à la baisse. Donc il sait que tout ça, c'est du pipeau. Mais le danger, c'est que normalement, le pipeau sert juste à manipuler les marchés, à manipuler le public, à gagner un peu plus de temps, à obtenir un peu plus de marge de négociation avec l'Iran. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Trump croit à ses absurdités. Trump a toujours cru à tout ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans cette guerre. Il était là à se moquer de Vance parce qu'il disait que le détroit d'Ormuz serait fermé. Oh, tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, tu es un idiot. Tu verras. C'est ridicule. Enfin, des choses complètement insensées, stupides. Les généraux étaient là et n'ont pas réagi assez fermement.
Rubio n'a pas réagi assez fermement. Et par moments, il veut s'en attribuer le mérite quand il pense que ça se passe bien. Puis il dit qu'il n'y est pour rien quand ça tourne mal. Notre inutile secrétaire d'État, qui semble incapable de négocier un accord, où que ce soit, à aucun moment. Regardez, même l'accord sur Gaza est en train de s'effondrer pendant qu'on parle. Donc, quand on regarde ces choses sur le plan économique, or, Wright a confié en privé à certaines personnes qu'il était contre ce conflit. Il a dit que nous ne pourrions pas supporter qu'une telle quantité de pétrole et de gaz soit indisponible pendant aussi longtemps. Mais ils veulent tous ménager Trump. C'est pour ça que, quand vous voyez, je sais que Larry Johnson se demande comment Bessent peut dire des choses aussi incroyablement stupides. Il les dit pour ménager Trump. Il sait que Trump est son principal public. Alors, il va faire le supporter et dire des choses dont tout le monde sait ce qu'elles valent. C'est presque comme un rituel d'auto-humiliation. Tout le monde à Wall Street sait que Bessent ne croit pas à la moitié de ce qu'il dit. Du genre, « Oh, je réglerai le problème des terres rares en un an, comme il l'a dit l'an dernier à propos de la Chine. Oh, on va juste installer quelques pipelines et bam, on aura des problèmes dans le Golfe. » Nous n'avons même pas besoin du Golfe Persique, l'une des voies maritimes les plus cruciales depuis un siècle et demi. Nous n'en aurons même pas besoin d'ici un an ou deux. Tout le monde sait que c'est complètement absurde, à Wall Street, comme dans l'univers personnel et professionnel de Bessent. Mais il doit le présenter comme ça. Tout le monde sait que Wright raconte n'importe quoi. Vous vous souvenez quand Wright disait qu'on allait obtenir tout ça? Et quand Trump disait qu'on allait récupérer tout ce pétrole vénézuélien? Il n'y a eu aucune hausse. Il y a toujours deux plateformes, seulement deux plateformes au Venezuela. Et ce pétrole lourd, cette espèce de boue épaisse, met de toute façon une éternité à être raffiné. Il n'y a eu aucune amélioration majeure et aucun problème majeur n'a été résolu. Donc les problèmes de pétrole vont devenir bien, bien pires. Les problèmes de gaz naturel, bien, bien pires. Les problèmes d'engrais qui entrent dans la production alimentaire, bien, bien pires. Maintenant, cela aura davantage de conséquences sur le Pakistan, l'Inde et les pays du Sud que sur nous. Mais cela a des répercussions sur les agriculteurs ici. Je représente beaucoup d'agriculteurs. Il y a ce cumul, ce double choc. Les problèmes liés aux engrais et aux carburants. Le coût des engrais augmente fortement, ou bien ils n'ont pas les moyens d'en acheter. En même temps, le prix du diesel augmente fortement, ou bien ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Et il faut replacer cela dans le contexte d'une administration Trump qui ne soutient pas vraiment les agriculteurs dans leur ensemble et qui mène des politiques de sanctions internationales sélectives qui les fragilisent. Prenez ces dernières sanctions contre la Russie. Si elles étaient réellement appliquées, regardez qui elles toucheraient. Si elles étaient appliquées à la Chine réagirait en punissant les agriculteurs américains. Donc, cela aggrave considérablement la situation des agriculteurs dans des États comme l'Iowa, où des élections cruciales se jouent à la Chambre des représentants, au Sénat et au poste de gouverneur. Si on met tout cela ensemble, Trump continue de vaciller juste au bord du précipice. Il n'a pas encore complètement sauté en faisant quelque chose d'aussi insensé que de tenter de détruire toutes leurs infrastructures. Rumba, ce qui entraînerait en retour la destruction d'infrastructures dans le Golfe. Mais il ne se retire pas non plus. Il ne recule pas davantage. Il reste là, au bord du précipice, à attendre de voir ce qui se passe, parce qu'il se persuade de choses qui sont manifestement fausses. Et son cabinet est tellement rempli de lâches qu'aucun d'entre eux ne dira que l'empereur est nu. Et regardez, il y a un autre problème qui arrive encore plus vite, le carburant aviation. Les compagnies aériennes vont être confrontées à des problèmes de carburant aviation pendant des mois. Ça date d'hier seulement. Désolé, j'ai ce truc qui gêne ici.
Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Je me suis déplacé. Voilà. Mais là, on dit, écoutez, que la crise du carburant aviation risque de s'aggraver avant de s'améliorer et que certaines compagnies à bas coût pourraient ne pas survivre à une longue période de coûts énergétiques élevés. C'est ce qui est en train d'arriver. J'ai vu un rapport distinct hier. Au rythme actuel d'utilisation, il resterait peut-être 3 ou 4 semaines en Europe. Et ensuite, ils vont devoir commencer à réduire les vols, ou alors ils vont devoir augmenter fortement le coût du carburant, ce qui aura évidemment des répercussions sur le prix des billets et sur tout le reste dans toutes sortes de secteurs économiques à l'échelle mondiale. Tout passe par avion. C'est un problème à court terme. On ne peut pas se permettre de continuer à repousser le problème, parce que, pour ainsi dire, il ne reste presque plus de pistes. Que va-t-on faire à ce sujet? Quel sera l'impact quand ça commence réellement à se manifester? Eh bien, c'est pour ça qu'on pouvait voir à quel point ils étaient désespérés quand ils ont commencé à avancer l'idée de descendre à soit 10 millions de barils dans les réserves stratégiques. C'est bien en dessous du niveau qu'ils recommandent pour maintenir la stabilité des cavernes de sel où sont stockées ces réserves stratégiques. Mais il y a un autre problème. C'est tout simplement illégal. Cela ferait passer les réserves sous le minimum obligatoire fixé par le Congrès, qui doit être maintenu dans ces stocks. Donc, il pourrait essayer de, vous savez, tester encore une fois une autre limite. Il le fait en construisant des salles de bal, en imposant unilatéralement des droits de douane et par toute une série d'autres mesures. Il veut tester les limites du pouvoir exécutif. Peut-être qu'il essaiera de les tester sur ce terrain-là, mais la marge de manœuvre y est limitée. C'est pareil pour les stocks commerciaux. Et là où nous avons un problème majeur en ce moment, et je recommanderais aux gens de ne pas trop s'inquiéter du prix au comptant du WTI ou du Brent, ou de ne pas trop le suivre, vous savez, garder ça comme un bruit de fond, c'est de suivre le prix du carburéacteur. Le prix du diesel, parce que ce sont eux qui ont flambé et qui restent à des niveaux élevés. Et à cause de ces secteurs-là, encore plus que l'essence. L'essence, elle, touche le consommateur au quotidien. Le diesel et le carburant aviation ont un impact sur toute l'économie, comme vous l'avez souligné, parce qu'ils sont essentiels au transport des marchandises, et pas seulement au transport des personnes. Alors, dans quoi d'autre le carburant aviation entre-t-il en jeu? Il conditionne votre capacité à faire la guerre. Donc, le fait que l'armée ait puisé dans toute une série de réserves de carburant aviation qui étaient destinées à des entreprises du secteur privé, ça a créé des problèmes à ce niveau-là. Et ils ne peuvent étouffer ces problèmes que pendant un certain temps. Et au milieu de tout ça, ils ont une possible bulle de l'IA et des marchés du capital investissement qui commencent à se défaire, en partie à cause du Japon. Enfin, ce que vous pourriez avoir, c'est quelque chose comme ça. C'est ainsi que ce genre de guerre peut très vite échapper aux prévisions. Vous avez le problème énergétique qui vient du Golfe. Cela entraîne un problème de coût en Asie du Sud-Est, qui entraîne à son tour un problème de crédit et de liquidité au Japon. Ce mécanisme a été utilisé parce que les gens empruntaient de l'argent au Japon, car ils pouvaient y emprunter à des taux très bas. Ensuite, ils l'utilisaient pour investir en Occident. C'est en gros le carry trade japonais. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'en est le principe de base. Donc, ce qui s'est passé au Japon, c'est que le premier acheteur, le premier détenteur des titres du Trésor américain, donc, ce qui se passe au Japon finit par avoir un impact sur l'ensemble du système financier mondial, et en particulier sur le système financier américain. C'est ainsi que les problèmes liés au pétrole peuvent entraîner des problèmes sur les marchés financiers, qui peuvent ensuite provoquer des problèmes aux États-Unis. Et ce,
de manière indirecte, à partir des enjeux de fond que sont le prix du pétrole et du gaz, des engrais, du carburant, du soufre, de l'hélium et d'autres éléments essentiels de la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi Bessent sait qu'ils ne peuvent pas vraiment maintenir cela. Mais il ne répondra pas au président. La droite sait qu'il ne peut pas maintenir cela. Il n'a que très légèrement répondu au président. C'est pour ça qu'il a été mis de côté quand ils ont annoncé la guerre. Souvenez-vous, lui, Vance et Tulsi Gabbard ont été laissés tous les trois seuls dans la petite Situation Room. Pendant ce temps, Trump avait, de toutes les personnes possibles, Susie Wiles à Mar-a-Lago pour annoncer les attaques. Il voulait les punir parce qu'ils avaient dit non à la guerre. Donc Wright sait très bien ce qu'il en est. Enfin, il mente tout simplement sur ce qui sort. C'est presque comme Sean Spicer au début de l'administration, durant le premier mandat, quand il devait inventer des trucs délirants pour Trump. Trump pouvait sortir et dire « Oui, il y a eu genre 5 millions de personnes à mon investiture. » Et lui était là à dire « Oui, oui, c'est ça. » Et les photos montrent que non, on n'en est même pas prêt. Mais il a fallu qu'il redouble de conneries. C'est comme un rituel d'humiliation. C'est quelle chose stupide et folle, Trump va-t-il dire. Je vais vous donner un exemple. Sean Driscoll, qui est dans l'armée, est ami avec Richard Barrett. Donc quand Trump est arrivé et a dit « Nous avons le contrôle total du ciel, une suprématie aérienne totale. Ils ne peuvent rien faire. Nous pouvons voler aussi bas que nous le voulons, quand nous le voulons, où nous le voulons. » Évidemment, c'était manifestement faux, et donc dangereux pour nos troupes et pour toute armée qui agirait sur la base d'une telle conviction. Alors, Driscoll est intervenu et a essayé d'expliquer gentiment qu'il voulait parler de ce type de suprématie aérienne, ce qu'on appelle autrement l'absence de suprématie aérienne. Et parce que Driscoll l'a expliqué, Trump l'a complètement démoli et a voulu le licencier, simplement parce qu'il l'avait corrigé. Voilà le problème. On a un dirigeant qui se prend pour un roi et qui veut virer n'importe qui. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai adoré quand il a dit que l'idée selon laquelle on manquerait de munitions était une absurdité totale et que quiconque avait divulgué ça devait être puni, que c'était un crime. Et là, attendez une seconde. Si ce n'est pas vrai, alors ce n'est pas un crime, puisqu'ils n'ont rien divulgué. Donc, dans son petit poste, il a lui-même vendu la mèche. Mais c'est ça, son état d'esprit. Et c'est un état d'esprit très dangereux. Et les gens essaient simplement de le maintenir dans les cordes pour qu'il ne devienne pas trop incontrôlable, qu'il n'aille pas trop loin, afin que tout n'explose pas complètement et ne s'effondre pas autour de nous. Mais ça va être un feuilleton. Le second mandat de Trump va être le spectacle de divertissement parmi tous les spectacles de divertissement. Il a juste oublié d'indiquer en sous-titre « dystopie horrifique » plutôt que fiction comique. Oui, et les dégâts physiques que cela peut causer à tant de nos concitoyens ici. Vous avez évoqué la question des munitions. Je voudrais vous montrer quelque chose que le président Trump a dit le 7 août. Parce que là, si on l'interprète correctement, c'est en tout cas ce que je pense, on dirait qu'il reconnaît à contre-cœur que bon, il y a effectivement une petite pénurie, au moins pour certaines choses. Nous disposons de certains types de munitions, des munitions très puissantes, dont nous avons un approvisionnement illimité, pratiquement illimité. Pour d'autres, c'est un peu plus serré. Mais nous avons certains types de munitions qui sont très... Elles ne sont peut-être pas aussi précises. Elles ne sont peut-être pas, vous savez, aussi haut de gamme. Nous avons aussi des munitions de très haute précision, mais nous surveillons cela de très près. En tout cas, nous sommes très bien préparés. Nous avons littéralement des quantités massives de munitions. Alors, je vais vous le dire d'un point de vue militaire. La dernière chose qu'il a dite est techniquement correcte.
Nous avons des quantités massives de munitions. Nous avons des dizaines de milliers de kits JDAM et probablement même des centaines de milliers de bombes qui vont avec. Des bombes de petit diamètre, des GBU et toutes sortes d'autres modèles. Voilà le problème. Il a aussi partiellement raison quand il dit qu'elles ne sont pas aussi efficaces que les équipements haut de gamme dont nos stocks sont presque épuisés. Mais ces munitions-là, parce que nous les avons données au camp ukrainien il y a des années, les Russes ont compris comment les rendre pratiquement inutiles, surtout les JDAM, parce qu'elles n'atteignent pas la cible. Elles toucheront quelque chose. Si vous les tirez, ils vont retomber et exploser. Mais les Russes ont formé les Iraniens et leur ont transmis les renseignements qu'ils avaient acquis sur la manière de tromper l'ogive. Du coup, elle va simplement retomber quelque part, en plein désert ou ailleurs, que sur la cible militaire. Ce qui veut dire que, militairement, ils sont pratiquement inutiles. Il existe encore quelques autres variantes qui gardent une certaine efficacité. Mais elles sont plus coûteuses à tirer à cause des courants d'air, etc. En fin de compte, c'est simple. Nous avons une capacité bien plus limitée que lorsque cette guerre a commencé. Alors pourquoi voudrions-nous envisager d'en faire davantage? Oui, exactement. Et on lui a dit. On le lui avait dit avant la guerre. Kine était tellement agité qu'il a fait fuiter dans la presse qu'il avertissait le président que nous n'avions pas suffisamment de munitions offensives et défensives pour pouvoir mener une série d'attaques à distance sans avoir à survoler le territoire iranien pour lancer ses missiles et pour nous défendre contre les drones et les missiles iraniens. Mais bien sûr, Trump a renvoyé, peu après, la personne qui avait fait cette fuite pour le compte de Kane. Donc le message était clair. Ensuite, Hegseth a menti du début à la fin en disant « Oh oui, tout va bien, tout est sous contrôle ». Il savait ce que le président voulait entendre. Et de temps en temps, quand il savait que le président avait besoin d'entendre autre chose, il amenait Kine avec lui et laissait Kine se sacrifier, parce que Hegseth ne le ferait pas. Mais Hegseth disait « Oh oui, tout va bien, monsieur le président. Oui, on va conquérir. Oui, ça va aller. » Et c'est tellement grave que Vance a dû faire fuiter ça dans la presse, parce que c'est comme ça qu'on arrive parfois à atteindre Trump. On s'assure que la presse en parle, parce que c'est ce que Trump lira. Que vous savez, Hegseth induisait le président en erreur sur notre système d'approvisionnement en munitions. C'est pour ça que Trump lui a rejeté la faute dessus à Camp David, même si, en réalité, toute la responsabilité revient à Trump. Parce qu'on lui avait dit, avant même la guerre, que nous n'avions pas les moyens de soutenir cela pendant une période prolongée. Et que pouvez-vous nous dire de ce qui s'est réellement passé là-bas, à Camp David? Qu'est-ce qui s'est vraiment dit, à votre connaissance? Qu'a dit Trump? Qu'a dit Hegseth? Un enfant, en bas âge, veut la guerre. Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas avoir la guerre? Et ça veut dire que malheureusement, c'était essentiellement ça, la plainte de Trump. Puis quand tout le monde a réagi en disant « Vous savez quoi? En réalité, on ne peut pas soutenir ça. » Ce qui s'est passé, ce qui a vraiment choqué Trump et, dans une certaine mesure, l'armée, mais surtout Trump, ce sont les attaques contre la base aérienne en Jordanie. Le fait qu'ils aient pu traverser toutes les défenses, tuer et blesser autant de personnes, presque de manière surprenante. Et donc, Trump ne voulait pas aller de l'avant, si cela signifiait qu'il y aurait un autre résultat du genre de celui de la base aérienne en Jordanie. Il voulait donc des assurances que cela ne se reproduirait pas, et ils ont dit que c'était tout le contraire. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre. Nous n'avons pas les moyens de mener cette attaque pendant plus de quelques jours. Et si nous frappons certaines des infrastructures que vous voulez que nous frappions, ce qui avait peut-être changé, car ils l'avaient déjà modifié en interne, alors ils n'allaient jamais mettre à exécution son plan génocidaire.
Cela avait déjà été écarté de l'intérieur, au sein de l'armée. Je ne pense pas que Trump le sache, mais c'était bien le cas. Mais ils ont dit voilà ce qui va se passer. L'Iran évidemment frappera le Golfe, et nous ne pouvons pas protéger le Golfe. Le Golfe sera anéanti, et nous ne pouvons rien y faire. Et Trump s'est mis en rage. Il a crié sur Hegseth à ce sujet. Hegseth se retourne et hurle sur ses équipes à ce sujet, comme si c'était leur faute. Ils vont rejeter la faute sur quelques pauvres types, vous savez, un gars tout en bas de l'échelle, alors que Kaine lui-même avait dit au président, et le vice-président lui-même avait dit au président, que c'était la réalité depuis le tout début. Et ils n'ont cessé de le répéter. Et finalement, ils ont fini par se faire entendre. Et vous savez, grâce aux Saoudiens et à d'autres qui ont aussi renforcé ce message, l'idée générale, quand la nouvelle a fuité qu'il allait ordonner l'attaque ce week-end-là, c'était que c'était un bluff. Mais il y avait une possibilité qu'il aille quand même jusqu'au bout. Il avait tout mis en place pour le faire. Mais des gens comme Vance pensaient qu'il n'allait pas appuyer sur la gâchette, qu'au bout du compte, il ne donnerait pas l'ordre de lancer l'opération à 6 heures ce samedi soir. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Il sait qu'il ne peut pas vraiment y parvenir. Il y a une partie sobre de son cerveau qui comprend qu'il ne peut pas y parvenir. Mais c'est sa tentation de se laisser aller à l'illusion qui crée le problème. Mais le facteur décisif, c'est que tant de personnes dans la hiérarchie militaire ont clairement fait comprendre que... Et ce n'était pas seulement elle qui le disait. C'était aussi ce qui s'est passé en Jordanie. Ce qui s'est passé en Jordanie a confirmé ce que Vance lui disait. Nous ne pouvons pas défendre nos troupes. Nous n'avons pas assez d'intercepteurs défensifs pour réussir. Parce qu'il peut se convaincre de n'importe quoi sur l'Iran, sur le taux de réussite de nos munitions offensives. Cette illusion-là, il peut tout simplement ignorer tout ce que dit l'Iran. Mais il ne pouvait pas ignorer des Américains morts. Il ne pouvait pas ignorer plus de 100 Américains évacués vers des hôpitaux en Allemagne. Et est-ce qu'il en voulait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 de plus? Parce que c'est ce qui aurait pu arriver. Pas seulement le Golfe qui serait mis hors de combat, mais davantage de nos victimes qui s'accumulent. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été favorable à l'envoi de troupes après ce désastre, quand l'avion s'est écrasé. Il est terrifié à l'idée d'être comparé à Jimmy Carter. Il ne veut pas d'otages, il ne veut pas vraiment de victimes, à cause du retour de bâton politique. Mais cela lui montre aussi que toute sa stratégie est mauvaise. D'une manière inouïe. Il peut ignorer tout le reste. Il peut ignorer le prix du pétrole. Il peut ignorer ce qui se passe en Iran. Il peut faire comme s'il y avait des divisions internes en Iran. Il peut faire comme si l'économie iranienne était sur le point de s'effondrer. Et c'est ce que certaines personnes à la Maison-Blanche l'encouragent à croire. Mais l'espoir, c'était « Hey, l'économie iranienne est tellement prête à s'effondrer que vous pouvez simplement lever le blocus. » Monsieur le Président, vous avez tellement bien réussi. Ils ne sont sans doute plus qu'à 6 semaines de construire des statues dorées de 15 mètres à votre effigie au milieu de Téhéran, Monsieur le Président. Retirez simplement ces 2 éléments. On n'en a plus besoin maintenant. Calmons l'économie mondiale. Mais à la place, Trump s'est dit « Oh, ça doit être grâce à ma volonté de faire, au blocus naval. » Et maintenant, il persiste dans cette voie. Et c'est ce qui donne à l'Iran la couverture nécessaire pour garder le détroit fermé. Parce que l'Iran peut vouloir garder le détroit fermé. Mais si notre blocus est levé, si notre présence militaire est considérablement réduite, s'il n'y a pas de sanctions sur son pétrole, le Sud global, la Chine et la Russie, vont exercer trop de pression sur l'Iran pour qu'il maintienne le détroit fermé. Ils ne veulent pas être perçus comme les méchants responsables d'une famine dans l'économie mondiale. Ils veulent que la faute soit imputée aux États-Unis.
Ils peuvent accuser les États-Unis tant que nous avons un blocus, tant que nous avons tout un tas d'avions dans la région, tant que nous imposons des sanctions pétrolières à l'Iran. Il suffit donc de supprimer ces trois choses, comme Vance l'avait obtenu dans le protocole d'accord. Trump vient de tout faire capoter et refuse maintenant d'y revenir. D'accord. Cela nous amène à une autre énigme. Je peux comprendre les fabulations du président, parce qu'il est évident qu'il y a ici de sérieux changements cognitifs, surtout depuis 6 mois environ. Et je peux même comprendre, même si je ne suis pas d'accord avec eux, les lâches de l'administration, les responsables du cabinet, ou peu importe. Mais j'ai un peu plus de mal à comprendre pourquoi quelqu'un comme le général Keith Kellogg dirait « Hey, vous savez quoi? Oubliez toutes ces choses dont vous venez littéralement de parler, qui sont évidentes et manifestement vraies. » Il veut quand même soutenir qu'on devrait revenir en arrière et faire autre chose. Mais alors, pourquoi ne pas retourner sur la côte barbaresque? Ce que je dirais, c'est « Hé, Amérique, retournez voir ce qu'a fait Thomas Jefferson quand il était le 3e président. » Et c'est là qu'on pense aux marines américains et à des salles de Montezuma au rivage de Tripoli. C'est un peu comme quand nous avons réglé le problème des pirates barbaresques en intervenant par la force pour nous assurer qu'ils n'allaient pas continuer à capturer nos navires et à emprisonner nos marins. Et c'est un de ces cas où nous devons employer des moyens militaires pour que les moyens économiques aillent dans le même sens. Et je pense qu'il doit continuer à y réfléchir. Oui, alors revenons en arrière, mec, et devenons des pirates. Et ça réglera le problème. Parce que, enfin, l'Iran, c'est en gros comme les pirates de la côte barbaresque au 19e siècle. Alors expliquez-moi en quoi ça a du sens. Oui, je veux dire c'est extraordinaire à plusieurs niveaux. Surtout si vous connaissiez toute la véritable histoire de la façon dont le conflit avec les pirates barbaresques a commencé et de la manière dont il s'est réellement résolu. Mais ça montre simplement qu'un type comme Kellogg a été dans le déni du début à la fin. Et maintenant, on comprend pourquoi Trump a cru à des choses délirantes sur l'Ukraine, à des moments cruciaux, l'automne dernier. C'est à cause de gens comme Kellogg, capables de croire à des absurdités. Mais ce qu'ils savent tous, Marjorie Taylor Greene l'a confirmé hier dans votre émission, c'est que la principale source de renseignement de Trump, ce ne sont pas ses propres agences de renseignement. Ce n'est pas son propre armée. Ce n'est pas un analyste géopolitique indépendant. Ce n'est pas son propre vice-président qui l'ignore à répétition. C'est Fox News. C'est pour ça qu'il faut regarder Fox News, pour savoir quelle absurdité le président va sortir le lendemain. Parce qu'en réalité, il y croit aux inepties complètes qu'il raconte. Et ils vont continuer. Mais ça ne change rien aux réalités fondamentales. Nous n'avons pas les armes pour le faire. Nous n'avons pas les munitions pour le faire. Nous n'avons pas les effectifs pour le faire. Nous n'avons pas la capacité économique de tenir aussi longtemps. Je pense que Trump va s'y tenir jusqu'à un peu après la fête du travail. Mais à ce stade, s'il n'obtient pas une capitulation soudaine de l'Iran, ce qui n'arrivera pas, alors il subira une pression maximale pour mettre fin au blocus et commencer à réduire notre présence militaire. Et si ces deux choses se produisent, l'Iran sera sous pression pour assouplir sa position sur le détroit d'Ormuz et laisser sortir davantage de pétrole. Je ne pense pas qu'il ira aussi loin qu'on le lui recommande, mais je ne pense pas non plus qu'il lèvera les sanctions sur le pétrole iranien, ce qui pourrait davantage faciliter et favoriser un rééquilibrage de cette partie de l'économie. Il restera dans le déni jusqu'aux élections de mi-mandat. Il dit déjà « Oh, les gens n'aiment tout simplement pas les républicains. Ça n'a rien à voir avec moi. » Oui, bien sûr, c'est cet état d'esprit-là,
Mais ça ne changera pas la réalité politique qui suivra les élections de mi-mandat. Je sais que les gens disent, eh bien peut-être qu'il y a deux choses. Les gens n'arrêtent pas de dire qu'on pourra y retourner après les élections de mi-mandat. On ne peut pas reconstituer nos stocks. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. La Chine continue de resserrer l'étau sur les terres rares. Ils vont venir en Amérique plus tard, à l'automne. Ils ne vont pas changer de position là-dessus. Au contraire, ils resserrent de plus en plus. Il nous faut donc 4 ans pour produire le type moyen de munitions dont nous avons besoin pour ce conflit. Il faut 4 ans pour reconstituer les stocks. Et encore, à condition d'avoir tous les aimants issus des terres rares qui entrent dans leur fabrication. Or, on ne les a pas, parce que la Chine refuse de nous les fournir pour tout usage militaire, ou même à double usage. Et c'est pour ça que Trump en parle toujours. Est-ce que Trump va imposer ces énormes sanctions contre la Russie et l'Iran que le Sénat a adoptées? La Chambre des représentants, elle, ne les a pas encore adoptées. Mais la nature même du projet de loi sur les sanctions fait qu'il est facultatif. C'est à Trump de décider quelles sanctions imposer. Et le problème, c'est que ces sanctions ne visent pas vraiment la Russie et l'Iran. Elles visent la Chine et l'Inde, et surtout la Chine, parce qu'elle achète ce pétrole. Alors la Chine prend simplement toutes les terres rares et dit « vous n'en aurez aucune pour l'économie civile ». On n'entend même personne sur Fox News qui encourage cette folie, évoquer cette réalité. Et c'est pour ça que Trump ne peut pas le faire. Trump ne peut imposer aucune de ces sanctions. Tout comme il ne peut pas vraiment revenir au conflit. Il n'en a pas les moyens. Il sait désormais qu'il n'en a pas les moyens. Et c'est pour ça qu'il se persuade « Ah oui, le blocus va marcher. » Oui, la guerre économique va fonctionner. Oui, je vais quand même gagner. Je resterai un gagnant. C'est donc là où en est son état d'esprit actuellement. C'est une bonne chose pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas qu'il fasse quoi que ce soit d'insensé sur le plan militaire. C'est une mauvaise chose pour ceux d'entre nous qui souhaitent un certain rééquilibrage de l'économie mondiale. Maintenant, il y a un autre problème. Vous évoquez la question des terres rares et la nécessité de remplacer et de reconstituer une grande partie de ces stocks. J'ai l'impression, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que je suis sûr que vous êtes bien plus connecté que moi, qu'au sein du gouvernement, notamment dans la base industrielle de défense, certains regardent tout ça et se disent « Bon, oui, vous faites ce que vous voulez, vous parlez de ce que vous voulez. Mais moi, j'y vois une belle occasion de gagner beaucoup plus d'argent, quoi que vous finissiez par décider. » Alors, allons-y et soutenons un budget de défense de 1 500 milliards de dollars. Ensuite, on dira à tout le monde qu'on va obtenir énormément plus de ces intercepteurs, qui n'ont pas été très efficaces et dont les stocks s'épuisent. Et ils vont avancer ce chiffre astronomique. Mais, à mon avis, peu importe combien d'argent vous mettez dans quelque chose. Ce qui compte, c'est uniquement ce que vous pouvez produire physiquement et ce que vous pouvez obtenir en terres rares et ainsi de suite auprès d'autres sources de la chaîne d'approvisionnement que nous ne contrôlons pas. Que pensez-vous de ce rapport de Victoria Coates? De nouvelles demandes budgétaires des forces armées prévoient près de 14 000 nouveaux missiles et plus de 850 intercepteurs THAAD pour la seule année 2027. Une hausse majeure alors que les États-Unis cherchent à reconstituer des stocks épuisés et à renforcer leur préparation militaire. Nous devons réellement affecter cet argent aux bonnes priorités, à ce dont nous allons avoir besoin pour mener les guerres dans lesquelles nous sommes engagés en ce moment. Donc oui, je pense que le président a eu raison de demander 1 500 milliards de dollars pour le budget de la défense de cette année. Nous avons le NDAA en main. Maintenant,
commençons à affecter ces fonds pour pouvoir lancer ce renforcement. Je veux dire d'abord, de quoi est-ce que vous parlez? 13 000 intercepteurs en un an sur l'exercice budgétaire 2027, alors qu'on en a fabriqué environ 600 lors du dernier exercice. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est en gros l'état délirant, permanent et continu de toute l'industrie de la défense. Le complexe militaro-industriel n'a donc aucune raison de dire aux gens « En fait, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le faire à plusieurs niveaux. » Notre chaîne d'approvisionnement est défaillante, en partie parce que le complexe militaro-industriel, avec ses incitations financières privées, en compromet l'efficacité. Il y a une raison pour laquelle la Chine, la Russie et l'Iran peuvent si vite augmenter leurs capacités et s'adapter rapidement. Ils n'ont pas un énorme complexe militaro-industriel privé qui complique et compromet ce processus, uniquement pour privilégier ce qui leur rapporte le plus d'argent, plutôt que ce qui est le plus efficace, ce qui constitue le meilleur système d'armement défensif et ce qui permet d'augmenter la production de ces armes. Ensuite, il y a nos réglementations bureaucratiques internes et la manière dont ces choses sont produites aux États-Unis. La Chine, l'Iran et la Russie n'y sont pas soumis, ce qui leur permet d'aller beaucoup plus vite que nous. Puis il y a le troisième problème. Nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée pour fabriquer ces armes. Ce que le complexe militaro-industriel a fait ces dernières décennies, c'est concevoir des armes de plus en plus compliquées. Pourquoi? Parce que c'est dans son intérêt financier. Non seulement ces armes coûtent beaucoup plus cher, mais ils peuvent aussi faire valoir des droits de propriété dessus. C'est pour ça qu'en ce moment, ils ne veulent pas que l'Ukraine obtienne la moindre licence qui lui permettrait ensuite de se retourner et de revendre des missiles patriotes. Ils veulent, plus l'arme est compliquée, ils veulent faire loin, moins les autres concurrents peuvent la reproduire facilement. Mais cela signifie aussi, vous avez aussi des protections juridiques supplémentaires, des brevets et tout ce qui va avec. Mais cela signifie aussi qu'il vous faut une main-d'œuvre très qualifiée et spécialisée, qu'il faut trop longtemps pour former, afin de pouvoir augmenter la production facilement et rapidement. Ce n'est pas un problème d'argent. Nous dépensons des sommes folles. Nous dépensons bien plus que l'Iran n'a jamais dépensé. Nous dépensons bien plus que la Russie. Je pense que la Chine n'est probablement pas très loin derrière. Mais s'agissant de la Russie et de l'Iran, ils nous dépassent en Ukraine, à l'heure où nous parlons, alors que c'est principalement financé par l'OTAN. Et l'Iran a fait la même chose avec une fraction de ce que nous dépensons. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est toute notre chaîne d'approvisionnement de la défense. Et cela fait partie du complexe militaro-industriel qui a intérêt à entretenir ces guerres stupides pour continuer, avant tout, à se remplir les poches. Mais ils ne peuvent pas l'avouer. Ils ne peuvent pas le reconnaître. On a donc là un problème flagrant créé par le complexe militaro-industriel. Pas seulement cette guerre stupide que nous menons sur plusieurs fronts, en Ukraine et en Iran, mais ils ne sont même pas capables de fabriquer les armes nécessaires pour faire semblant de gagner la guerre. Même quelqu'un d'aussi déconnecté de la réalité que Trump ne peut pas prétendre gagner la guerre, parce qu'ils ne peuvent pas produire à grande échelle. À cause de toutes les incitations perverses créées par un complexe militaro-industriel privatisé qui a détourné notre sécurité nationale. Et ils ne peuvent pas l'admettre. Ils ne peuvent pas l'avouer. Alors à la place, ils disent « Vous savez quelle est la solution? Continuez à donner de l'argent aux mêmes personnes qui ont créé le problème. » Oui, parce que du point de vue du public, surtout quand Victoria Coates intervient et dit ce qu'elle dit, c'est partout sur Fox News. Il y a Mark Levin, il y a Larry Kudlow, tous ces autres types qui continuent simplement à faire la promotion de tout ça en disant « oui, 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 toujours plus,
toujours plus. Et vous savez, l'une des choses intéressantes que j'ai retenues de l'émission d'hier avec Rich Baris, c'est quand il parlait des chiffres. Il était dans une séquence où il parlait des chiffres de MAGA et de l'évolution de MAGA depuis le jour de l'élection en novembre 2024 jusqu'à aujourd'hui. On dirait qu'un cochon s'est retrouvé coincé sur la feuille. Il y a de l'encre rouge partout, sauf à un endroit. Ça disait que les baby boomers de Fox News, étaient les seuls à rester plus ou moins dans le vert sur la plupart de ces sujets. Et apparemment, ça suffit. Pas tous les baby boomers. Il a juste dit les baby boomers de Fox News qui regardent ça. Presque tous les autres, côté MAGA, pas dans le pays en général, mais chez les MAGA, sont dans le rouge, parce que j'imagine que tout ça ne marche tout simplement pas sur eux. Mais, d'une manière ou d'une autre, chez les téléspectateurs de Fox News, ça semble marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Cela montre la capacité. En partie, c'est parce que cette génération, comme Baris l'a expliqué en détail, est une génération qui croit au mythe. C'est surtout la catégorie des baby boomers les plus âgés. Ce sont donc eux qui disparaîtront le plus vite, pour le dire franchement, du point de vue des prévisions politiques. Mais je suis arrivé à la même conclusion. J'ai publié un article sur Substack sur toute l'histoire d'Israël dans l'opinion publique américaine, et je suis remonté à toutes les données des années 40, 50 et 60, jusqu'au tout début. Et on retrouve une certaine tendance commune. Or, aujourd'hui, le constat, c'est que le seul groupe qui a une opinion favorable de Bibi Netanyahou et d'Israël, qui leur fait confiance pour faire ce qu'il faut, c'est exactement la formulation de la question, et qui soutient encore l'aide militaire, l'implication financière et l'engagement politique, ce sont les protestants évangéliques blancs, non hispaniques, de plus de 50 ans, qui regardent Fox News comme source d'information principale. Tous les autres groupes, dans l'ensemble du pays, ont une opinion négative d'Israël et une opinion négative de Bibi Netanyahou. Et ce que représente cette large majorité, c'est quelque chose qui a en réalité toujours existé. Remontez à 1946. À l'époque, on parlait déjà du conflit, avant même qu'Israël ne soit officiellement créé, entre les Juifs et les Arabes en Palestine. On a demandé aux Américains, soutiendriez-vous, comme les Britanniques le demandaient, une implication militaire des États-Unis, à quelque niveau que ce soit, ou simplement une aide militaire? Près de 80% des Américains ont répondu « Non, ça ne nous intéresse pas ». La guerre de 1956 avec l'Égypte, même conclusion. Nous ne devrions pas nous y intéresser. En fait, davantage d'Américains voulaient qu'Israël soit sanctionné pour ce qu'il avait fait en Égypte en 1956. La guerre de 1967, très similaire. La guerre de 1973, très similaire. En 1982-83, au Liban. Les Américains sont passés d'une attitude très favorable et très solidaire envers Israël, précisément parce que, à mesure qu'ils se renforçaient, Israël prenait le parti des États-Unis pendant la guerre froide. Il y avait encore, chez la génération silencieuse, le souvenir de l'Holocauste, qui suscitait de la sympathie et de l'empathie pour le sort des Juifs israéliens. Puis, au milieu des années 70, on a vu les débuts du mouvement de coalition entre les évangéliques boomers, le Likoud et la droite religieuse. Ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que cette coalition évangélique n'a duré qu'une quinzaine d'années. Les évangéliques blancs de moins de 50 ans ne partagent pas les mêmes opinions. En fait, les évangéliques blancs, qui sont des milléniaux ou de la génération Z, sont plus favorables aux Palestiniens qu'aux Israéliens. C'est pour cela qu'Israël se trouve dans une position politique si fragile. Mais c'est le même groupe, il est blanc, et en gros, il va à l'église écouter les sermons, puis regarde Fox News. Donc, entre ce qu'ils entendent de leur pasteur,
ce que leur ont transmis les générations précédentes, ce qu'ils voient sur Fox News, avec, vous savez, un peu de radio parlée pour équilibrer le tout. Puis des gens comme The Blaze et d'autres qui rentrent dans le rang, Glenn Beck, de retour dans le camp des va-t-en-guerre, et d'autres personnes comme Benny Johnson, d'autres qui s'alignent de ce côté-là. Ce sont les sources d'information et d'actualité sur lesquelles ils s'appuient. Et ça s'inscrit dans les mythes avec lesquels ils ont grandi, qu'Israël est le peuple de Dieu, et que l'Israël de la Bible serait, d'une manière ou d'une autre, lié à Bibi Netanyahou. C'est toujours ce que je demande. Je me dis, je ne comprends toujours pas. C'est écrit où? Dans les Proverbes? Je n'arrive pas à trouver Bibi. Netanyahou. J'ai lu le livre de bout en bout, et ce n'est pas là-dedans, mon frère. Exactement. En fait, la majeure partie de l'Ancien Testament raconte comment Israël se comporte encore mal. Dieu va les punir, c'est ce dont je me souviens. Donc je pense qu'Israël doit être puni. C'est le message de Dieu que j'y vois. Vous voyez donc la nature de la chose. C'est cette seule circonscription. Mais qui représente-t-elle? Eh bien, regardez l'âge et le profil démographique de la plupart des sénateurs républicains des États-Unis. Ce sont des baby-boomers blancs, évangéliques et non hispaniques, qui ont grandi à cette même époque. Beaucoup des dirigeants à la Chambre, c'est la même chose. Je crois comprendre que vous avez dit, à juste titre, que même à l'époque de la guerre du Liban de 82, la majorité des Américains se prononçaient encore contre Israël dans les sondages. C'est bien ça? Oui, surtout après que les attaques contre les camps de réfugiés chiites et les camps de réfugiés palestiniens ont fait basculer l'opinion publique américaine. Les Américains étaient donc plus nombreux à éprouver de la sympathie pour les Libanais que pour Israël. Alors qu'est-ce qui a changé depuis pour qu'aujourd'hui, un génocide puisse avoir lieu et obtenir l'aval de ses électeurs? Donc, dans une certaine mesure, Israël est resté relativement discret. Et d'une certaine manière, il n'y avait pas de conflit américain très médiatisé. Or, au moins d'après les recherches de Scott Horton et d'autres, on sait que le lobby israélien était en réalité très engagé et impliqué dans la facilitation des guerres. Il était mêlé à l'État profond et au complexe militaro-industriel pour promouvoir un état d'esprit, une mentalité de guerre dans le monde entier. Les gens qui ont rédigé une grande partie des rapports ayant précédé le 11 septembre, puis qui ont utilisé le 11 septembre comme levier pour justifier une guerre permanente à travers le monde, c'était en fait le lobby israélien. Mais l'Américain lambda ne le savait pas. Pour lui, Israël n'apparaissait donc pas très souvent sur la scène publique. Il n'y avait rien d'aussi médiatisé que les attentats de Beyrouth au début des années 80, ou les guerres de 73, de 67, de 56 ou de 48. Donc dans cet état d'esprit, c'était plutôt une question secondaire, en marge. Et les baby-boomers évangéliques soutenaient encore à fond le lobby pro-israélien. Mais pas la génération X, pas les millénials, ni la génération Z. Ça avait déjà commencé il y a une dizaine d'années. Ainsi, des enquêtes détaillées menées en 2016, 2017 et 2018 auprès des évangéliques ont montré que la plupart des pasteurs, s'ils appartenaient à la génération X ou aux générations suivantes, ne parlaient pas d'Israël. Israël n'était pas cette mythologie entièrement fabriquée autour du lobby pro-israélien qu'ils avaient amené les baby-boomers évangéliques à croire. La nouvelle génération de pasteurs ne le répétait pas depuis la chair. Et il y a eu un basculement. On s'éloigne des dénominations institutionnelles à l'ancienne et le non-confessionnel va prendre la tête. Les églises non confessionnelles vont, dans la prochaine décennie, ne plus faire partie d'une dénomination parmi les protestants. C'est déjà en train d'arriver à toute vitesse. Les baptistes du Sud perdent des membres. Les méthodistes perdent des membres. Les épiscopaliens perdent des membres. L'Église du Christ perd des membres.
et ainsi de suite. L'Église de Dieu reste stable, mais même elle perd des membres. Tout se déplace vers les églises non confessionnelles. Ces gens ne prêchaient pas sur Israël. Alors, quand ils ont commencé à étudier les évangéliques blancs non hispaniques de moins de 30 ans en 2018, qui auraient maintenant en pratique moins de 40 ans, ils ont moins de 38 ans. Donc en gros, tous les millennials et la génération Z, ils leur ont demandé « Êtes-vous plus favorable à Israël ou aux Palestiniens ?» Ils ont répondu « Les Palestiniens », déjà à l'époque. Donc ce basculement était déjà en cours. Mais la génération de la classe politique, des think tanks, des donateurs et des représentants faisait encore partie d'une autre génération, d'une autre époque, d'un autre âge, qui ne voyait pas cela arriver. Puis il y a eu le 7 octobre. Et dans sa réponse au 7 octobre, Israël aurait pu faire du 7 octobre un cri de ralliement pour la cause israélienne aux États-Unis. Au lieu de ça, ils ont décidé de raser Gaza, de commencer à tirer, vous savez, sur des enfants palestiniens de 6 ans, juste pour le plaisir. Ils ont commencé, vous savez, à dresser des chiens et des animaux pour violer des détenus. Ils ont commencé à faire des choses comme prendre pour cible des journalistes et des familles assises sous une tente. Ils ont commencé, je sais que ça a fait changer d'avis Charlie Kirk, à frapper des églises chrétiennes, certaines des plus anciennes églises chrétiennes du monde, dans la bande de Gaza. Ensuite, ils ont commencé à faire la même chose en Cisjordanie. Ensuite, ils renversaient Assad en Syrie. Puis ils ont commencé à faire pression en faveur d'une guerre contre l'Iran. Et puis ils ont contribué à étouffer l'affaire des dossiers Epstein. Quand tout cela s'est accumulé, en gros, non seulement l'opinion publique favorable à Israël s'est effondrée, mais Israël est devenu un marqueur, un filtre, un substitut pour savoir si vous êtes de mon côté ou du leur. Et ça n'avait donc rien à voir avec le fait d'être juif. C'est parce qu'une majorité des Juifs américains désapprouvent, n'aiment pas Bibi Netanyahou. Une majorité des Juifs américains s'opposent à la guerre contre l'Iran. Même une pluralité des Juifs américains s'oppose à ce qui se passe à Gaza. Donc ce n'est pas une question juive, même du point de vue de l'opinion publique américaine. En réalité, c'est Israël. Glenn Greenwald l'a très bien expliqué récemment. C'est un filtre. C'est « Êtes-vous de mon côté? Vous souciez-vous de mes problèmes, de mes besoins? Je suis un jeune de la génération Y. Je n'arrive pas à trouver un bon emploi. Je suis coincé chez mes parents. Je n'arrive pas à avoir une voiture correcte. Je n'arrive même pas à avoir un rendez-vous. Parce que les applis de rencontres ont recréé une société de harem dans la culture américaine moderne, des rencontres chez les jeunes générations. Si je suis une jeune fille, je suis déprimée. Je suis en détresse. Les filtres sur Instagram font que je souffre d'anxiété à un taux 5 fois plus élevé que la génération précédente. Je m'automutile et j'ai des idées suicidaires à un niveau jamais atteint par aucune génération de jeunes filles dans l'histoire américaine. Je veux qu'on s'occupe de mes problèmes. Je veux que les soins de santé soient pris en charge. Je veux que les choses soient abordables. Il voulait retrouver le Trump de 2018, l'économie de Trump avant le COVID, quand les choses commençaient à évoluer positivement. Et à la place, il ne voit qu'Israël. Israël, 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 Israël partout. Donc c'est devenu un filtre. Si vous êtes du côté d'Israël, vous n'êtes pas de mon côté. Et c'est pour ça que cela devient un sujet par procuration si puissant dans les primaires démocrates. Les républicains peuvent encore s'en tirer un peu plus longtemps. Regardez la Floride aujourd'hui. Lors de la primaire républicaine, plus de 60% des électeurs ont plus de 60 ans, n'est-ce pas? Donc, il n'y a que les personnes âgées qui votent dans ces primaires. Et chez les républicains dans le Sud, ça peut vous maintenir en vie pendant probablement 1 voire 2 cycles électoraux. Mais après ça, ce sera terminé. Ce sera mort.
c'est déjà mort dans une primaire démocrate. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai examiné toutes les données, leur historique, leur trajectoire, les raisons pour lesquelles elles en étaient là, et pourquoi elles allaient évoluer dans ce sens, tout menait à la même conclusion. Israël est un paria politique en Amérique. Et la génération de responsables politiques et de personnalités publiques qui le comprendra, qui s'en emparera et fera campagne sur l'idée de nous désengager non seulement de ces guerres au Moyen-Orient, mais aussi de nous dissocier de l'État d'Israël, sera l'avenir du leadership politique en Amérique. Eh bien, je veux dire, les chiffres dont vous parlez sont assez difficiles à contester, compte tenu du comportement et des politiques du gouvernement civil à Jérusalem, celui de Benjamin Netanyahou. Au bout du compte, je pense qu'il sera considéré comme l'un des plus grands, peut-être le plus grand, désastre jamais arrivé à l'État israélien depuis 1948, à cause de ce dans quoi il les entraîne. Une guerre sur 7 fronts qu'ils n'auraient jamais dû déclencher et qu'ils ne peuvent pas gagner. Et à cause de son refus absolu de faire quoi que ce soit pour modifier ces paramètres, en cherchant à persister à entraîner les forces armées américaines pour qu'elles deviennent une extension de Tsahal. Nous ne pouvons pas le faire. Ça ne marchera pas. Et cela pourrait nous entraîner tous les deux dans sa chute. Oui, au bout du compte, vous savez, il y a la malédiction Zelensky. Quiconque prend Zelensky dans ses bras se retrouve politiquement mort dans l'année ou les 2 ans qui suivent. Je pense que tous ceux qui se sont trop rapprochés de Bibi subiront le même effet, cette malédiction politique, avec le temps. Parce qu'il a probablement condamné le second mandat du président Trump, qui aurait pu être un mandat offrant de grandes possibilités pour la paix mondiale, à devenir ce qui restera sans doute comme l'une des présidences les plus stupides de l'histoire américaine sur le plan géopolitique, de la politique étrangère et de la politique militaire. Comme l'a expliqué Richard Barris, c'était peut-être la plus grande occasion gâchée de l'histoire de la politique américaine. Mais l'exigence de changement du public, elle, ne va nulle part. Au contraire, elle s'amplifie et s'approfondit. Et quelqu'un y répondra. Et peut-être que cela viendra de certains de nos amis, dans des milieux et des contextes surprenants. Tout ça parce que l'orgueil de Bibi lui a fait croire qu'il pouvait voler un peu trop près du soleil. Oui, eh bien, espérons-le. Je crois qu'on a reçu dans l'émission presque toutes les personnes dont vous parlez. La seule personne qu'on essaye encore d'avoir, c'est le représentant Massey. Ah oui. Vous avez rencontré certains de ses proches lors de l'événement. Oui, on travaillait là-dessus. Il faut qu'on trouve Tommy. Il faut faire sortir Tommy et commencer à faire le tour des gens. Oui, tout à fait. Mais toutes les personnes présentes dans cette émission sont déjà venues ici. Nous soutenons clairement cette démarche parce que franchement, on en a vraiment besoin. Je ne pense pas qu'il suffise de passer du rouge au bleu. Il faut trouver une nouvelle couleur et une nouvelle voie à suivre. Il nous faut un choix autre que Tweedledum ou Tweedledum Bear. Il nous faut une autre option. En effet. Et comme toujours, nous vous sommes très reconnaissants d'éclairer tout cela avec autant de clarté. Je recommande aux gens de rejoindre la communauté Viva Barnes Law, vivabarneslaw.locals.com. Nous y allons aussi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Ravi d'être ici. Et nous vous apprécions aussi, les amis, et nous avons hâte de vous revoir. En fait, nous avons encore une émission aujourd'hui. Nous aurons un reportage de première ligne avec Stanislav Krapivnik, qui revient tout juste du front, du côté russe. Il nous dira au moins à quoi ressemblent les choses de ce côté-là de la ligne de contact. Vous ne voudrez pas manquer ça. On se retrouve dans environ 1 heure dans le Daniel Davis Deep Dive. Nous n'avons pas vraiment de sponsor, et il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas avoir à vous assommer avec une tonne de publicité.
Cliquez sur le bouton J'aime et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. And of course, share this with somebody you love.